Yovo, Afin, Lissa, Batouré, Wete, Agbadjo. Ce sont quelques noms par lesquels on les désigne dans diverses langues du Bénin, où elles font environ 1 sur 12 000 de la population. Elles sont diversement appréciées selon les cultures dans lesquelles elles sont nées ou vivent. Dans certaines régions du Bénin, les personnes atteintes d'albinisme sont idolâtrées et considérées comme des êtres sacrés aux origines divines. Au sud du pays, par exemple, plusieurs temples sont érigés en l'honneur du dieu Lissa, dont on croit qu'ils sont l'incarnation. Lissa, pour nous, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Ouida, on dit Maokwe. Ça veut dire là où se trouve le Dieu. C'est Lissa qui a donné naissance à tous les autres vaudous. Et si pour commencer des prières, on dit Mao Segbo Lissa. Mao Segbo Lissa. Ou dit Mao qui a donné naissance à toutes les divinités. Mais il y a plus à savoir sur ces êtres qui reflètent la lumière partout où ils passent. Bon nombre de personnes pensent que les personnes atteintes d'albinisme sont une source de richesse. Il existe plusieurs facettes de cette affirmation. Premièrement, l'on croit que ceux qui ont d'enfants atteints d'albinisme sont destinés à la richesse. Cette croyance se base sur le fait que les personnes atteintes d'albinisme sont à la fois rares et rapidement remarquables au milieu de ceux à peau de couleur d'ébène. On a constaté que l'enfant est atteinte d'albinisme et elles m'ont dit que cet enfant qui est arrivé par moi est une source de richesse. Ce sont les sages-femmes qui me disaient cela. Elles disaient qu'elle est une enfant riche qui m'a visitée, de ne pas avoir peur d'elle, de la choyer et que ce faisant, la fille restera avec moi jusqu'au soir. Et je ne peux pas dire que sa naissance m'a apporté quelques malheurs. Dieu est témoin qu'avant sa naissance, je vendais du charbon et divers articles. À l'approche de sa naissance, j'ai eu de sérieuses difficultés financières. Puis, une dame est venue chez mon père et m'a demandé de lui permettre de vendre devant notre portail. Vendre ? Lui répliquai-je. Mes frères vont-ils te le permettre maintenant? En tout cas, les hommes sont des êtres sociaux, lui ai-je ajouté. Peu après qu'elle a commencé son activité, cette femme m'a fait don de tout le business. J'ai ainsi commencé par acheter les céréales et autres marchandises et à les revendre et c'est fini. Je ne peux donc pas dire que sa naissance m'a été une malchance. Non, elle m'a plutôt ouvert les portes, mais si je commence par ne plus respecter cet totem, les temps deviennent durs pour moi. Par contre, si je lui respecte cet totem, elle m'ouvre les portes. Ceux qui ont eu le don, la chance, l'honneur, le bonheur d'avoir des albinos n'ont qu'à s'occuper correctement de leur fils albinos. S'ils s'en occupent, ils ne seront jamais pauvres. Ils ne seront jamais appauvris. Ils seront plus à l'aise que les membres de leur famille. Mais à seule condition qu'ils s'occupent correctement d'eux, qui s'occupent de leur scolarité, de leur protection, pour que le soleil, le sel ne les ronge pas. Parce qu'une fois que vous êtes atteint du cancer de la peau, c'est incurable. C'est incurable, c'est notre mal ça. Aussi, puisque les personnes atteintes d'albinisme sont facilement remarquables à cause de leur couleur, beaucoup de personnes croient que leurs organes peuvent être utilisés dans des potions magiques pour s'attirer la chance et la gloire. Vous savez ce qui s'est passé avec moi? Je quitte ici pour Souava. Donc ça fait 3 km sur là. Un jour, je suis revenu, les gens m'ont attrapé en cours de route, ils m'ont rasé tous mes cheveux. Pensant que ces cheveux-là, c'est ça qui produit de l'argent. Dans le rang des sujets eux-mêmes, il semble que leur croyance au sujet d'eux-mêmes change. Par exemple, Franck ne croit plus qu'il est un dieu à vénérer, de même que M. Evedre, que nous avons rencontré sur son lieu de travail. Dans le monde, on l'appelle Vodou Lissa. Mais aujourd'hui, le Vodou Lissa est allé à la croix. Qu'on ne me compte pas cela. Il est déjà allé à la croix. En conséquence, moi, je ne suis plus de cette race. Dieu m'a déjà racheté avec son sang. Et j'évolue dans le sang de Jésus. Comprenez-vous? Je suis un miracle de Dieu. Si vous voyez un homme blanc, né de personnes noires, il faut savoir que c'est un miracle de Dieu. Me comprenez-vous? Puisque normalement, un noir n'engendre pas un blanc.
Mais c'est ce qui s'est passé. C'est donc un miracle de Dieu. Une condition innée qui pèse sur les personnes atteintes d'albinisme. Je me souvenais d'un jour là, j'étais au CM2 et c'était au cours d'une évaluation. On doit faire une évaluation là. Le maître était venu pour recopier au tableau et les gens travaillaient. Bon, je suis allé sur le maître, j'ai dit, s'il vous plaît maître, je ne voyais pas. Il a dit tant pis. Car bon, si celui qui ne voit pas là, il n'a qu'à bien ouvrir ses yeux quoi, pour voir quoi. Donc lorsqu'il a dit ça, les gens ont commencé par rire. Bon, ça m'a donné des larmes, j'ai coulé des larmes ce jour-là. Bon. Pour me faire peur aussi, il y a certains messieurs qui me disent, ah, je vais te placer maintenant sous le soleil maintenant. Hein. Je vais te demander de regarder le soleil. Et les gens, bon, ça faisait rire à mes camarades. Bon, alors que ça, moi, ça me touchait profondément. Je me sentais vraiment lésé. Le plus mauvais souvenir que j'ai eu a été à l'université. C'est bizarre parce que à l'université, j'étais en année de DEA, en année de diplôme d'études approfondies en droit, et j'étais la première responsable de ma promotion. Je cherchais une salle où on pouvait faire cours parce que vous savez, sur le campus il y avait beaucoup d'allées venues dans les salles et puis il fallait chercher une salle libre pour pouvoir faire son cours. On cherchait, quand on est tombé sur une salle qui était apparemment vide et il y avait quelques personnes qui y étudiaient. Alors j'entre dans la salle et je me rapproche d'une dame qui était en train de lire ses cours. Je m'approche d'elle. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez nous permettre de faire cours ici? Est-ce que vous n'avez pas cours? Mais quand la dame a relevé ses yeux et m'a vu, elle a commencé à crier, sang de Jésus, sang de Jésus. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous avez? À un moment donné, j'ai cru qu'elle était possédée ou elle voyait quelque chose de mauvais quelque part. Et elle criait, sang de Jésus. Elle s'est mise en même temps en retrait, tout apeurée. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé, sang de Jésus? Je dis, mais madame, je suis un être humain comme vous. Et elle a couru de la salle en catastrophe. Et tous ceux qui étaient dans la salle ont commencé à me regarder. Et j'étais sortie de cette salle traumatisée. Je n'ai même pas pu faire le cours toute la journée parce que tellement j'étais... Ça a été le moment le plus traumatisant de toute ma vie. La première insulte qu'ils ont l'habitude de dire, c'est bon, elle mon point. Je me souviens même, quelqu'un veut me faire comme ceci. Ça là, combien? Ça là, combien? C'est des choses que je préfère ne pas du tout m'en souvenir. Ça là, il faut être honnête aussi. Et mis en part ça, même en oubliant même l'école. J'ai même subi un de ces affronts la dernière fois au niveau du carrefour Sika Toyota. Où je roulais la moto, j'ai attendu, le policier est venu devant moi. Il a commencé par me faire ça. Je ne sais pas ce que je veux lui dire. Je vais laisser simplement sur le parti. Mais il faut dire que ça m'a vraiment énervé. Quand je viens à passer quelque part, par exemple, les gens crient « Yovo, Yovo, bonsoir ». Quelquefois, cela me fait honte. Au sein de la société, au cours des temps de discussion, je me vois différent en leur compagnie. Mais les commentaires malsains ne vont pas qu'à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Leurs parents n'en sont pas épargnés. À sa naissance, les gens m'ont dit que bon, j'ai donné un fétiche. Qu'il faut y prendre soin. Et aussi, il y a des oiseaux de mauvais augure qui disaient que bon, c'est du fétiche vaudou, il faut jeter, il faut faire ça. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Et au début, moi, j'ai pris mes positions. Je n'aimais pas qu'il sortait seul. Il est protégé, il est gardé jusqu'à ce qu'il ait l'âge scolaire et je l'ai mis à l'école. Je le suivais de tes pères pour que
les gens ne le volent pas. Finalement, il y a un sage qui me disait un jour que vraiment, s'il faut prendre soin de lui, c'est des gens qui sont vraiment intelligents. Voilà. Et de là, j'ai commencé encore à le surveiller de très près. Je suis toujours à sa garde. Tu sais ce qu'il a. Il a le bac et il s'est lancé dans la nature. Maintenant, j'ai le cœur apaisé. Quand j'ai eu mon premier enfant, il était de teint noir. Au second geste, j'ai eu celle-ci qui est toute blanche. Les gens ont commencé à raconter beaucoup de commérages sur moi. Ils disaient si j'étais sûre que mon mari était bien le père de cet enfant. L'enfant était-il réellement du père de mon premier enfant? D'autres disaient ou bien elle est allée tricher ailleurs. Si je mets l'enfant au dos, on me demande si l'enfant est bien la mienne. D'autres demandent si j'en suis une domestique. À qui l'enfant appartient-elle au juste? Car tellement l'enfant était différente de moi. L'amour est relatif, dit-on. Mais la relativité de l'amour peut être liée à la couleur de la peau. Les personnes atteintes d'albinisme, parfois elles sont rejetées. Ils sont rejetés même par leur propre famille. D'accord? En plus de cela, quand il serait question de faire un choix, le choix de conjoint, vous voyez, c'est difficile. Et ceci peut fâcher, et bien fâcher. Ceci peut même obliger un sujet à voir du côté des siens. Et c'est l'occasion rêvée d'avoir l'un des plus beaux couples à contempler. Paul Ruessou nous y conduit. Paul est marié. Lui est boulanger et son épouse ménagère. Le père de Paul a eu 16 enfants atteints d'albinisme. Il reste le seul survivant à cette date. Le couple a 2 enfants, tous 2 atteints d'albinisme. À la question « Pourquoi avoir choisi de se marier à une personne atteinte d'albinisme ?» Paul répond. Je veux multiplier la race parce que j'ai vu qu'avec les Noirs, il y a trop d'injustice. C'est pour cela que j'ai épousé la femme atteinte d'albinisme et nous évoluons pour le moment. Nous n'avons pas encore de problème. Voilà. En premier lieu, j'avais eu une femme noire avant de l'abandonner. La raison de cet abandon, c'est qu'elle fait des choses qui me dépassent. Et c'est pour cela que je l'ai laissée, car la femme doit obéir à son mari et se contenter de ce que celui-ci trouve à lui donner. Il n'y a pas 2 chefs dans la même maison. Voilà. Dans une maison, il doit y avoir quelqu'un qui dirige. On dit qu'on est la patronne, sans aucun scrupule. Ou bien, on sort sans permission aucune et on revient quand on veut. Voilà pourquoi je l'ai abandonné. Chef Franck, c'est tout à fait le contraire. Il est évangéliste, missionnaire et traducteur. Il s'est marié avec Estelle qui le surveille comme l'œuf sur le feu. L'amène partout et Franck lui-même en témoigne. Estelle, ma femme, je l'appelle Djehami, c'est-à-dire celle qui me convient. C'est comme si Dieu, comme il sait que je ne vois pas bien, il est allé choisir pour moi une femme belle de figure, belle de caractère et belle de vertu. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle me respecte très bien. Elle sait ce que je veux et je lui reconnais cela. Elle veille sur moi réellement. Et puis, elle est très contente d'être avec moi. Et je peux vous citer le verset qu'elle a mis sur la carte de mariage. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Cantique chapitre 5, verset 10. Je me suis mariée à un être atteint d'albinisme. Je l'ai trouvé comme un homme, comme tous les autres. Ça ne m'a pas causé un problème. Dans notre vie conjugale, il n'y a pas de problème. Par la grâce du Seigneur, on vit dans la paix, dans la joie. Il y a l'amour au sein de nous. Et on sent même que les gens nous envient. Les parents ne sont pas trop pour, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de sa peau. Mais moi, je me suis dit qu'il n'y a pas de problème. Que eux aussi peuvent mettre au monde un garçon comme lui. Ils peuvent mettre au monde un enfant comme lui,
qui peut avoir la même peau. Ils ne vont pas refuser à cette personne de ne pas se marier. Ils vont même prier. Donc, te laisser. Il n'y a pas de problème. Même par la suite, ils ont tout laissé quand même. Et aujourd'hui, ils l'ont aimé. Et voilà un cas qui fait école. Nombre de personnes qui ont quand même une grandeur d'esprit à imiter ne trouvent aucune gêne à travailler et à cohabiter avec les personnes atteintes d'albinisme et à socialiser avec elles. Une vie, une vision, une mission, des valeurs, dit-on. Les personnes atteintes d'albinisme au Bénin, bien que différentes, se battent pour leur vision en se basant sur leurs valeurs. Mais eux tous n'y arrivent jamais, pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils peuvent être victimes des prédateurs de leur vie. En septembre 2009, par exemple, les médias ont montré les images macabres du corps sans vie d'une jeune fille atteinte d'albinisme qui a été assassinée et dont le corps a été jeté près d'une forêt dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. En 2012, un homme atteint d'albinisme a été tué dans la commune de Bopa, village Rovon, avec ses pieds coupés. Si pour la première, les plaintes portées auprès de la police n'ont pas pu aboutir, les auteurs du second crime ont été appréhendés, jugés et condamnés. Certains sont encore à la prison civile de Lokossa, alors que d'autres sont déjà morts. Toutes nos tentatives pour contacter les parents des concernés ont été vaines, et dans le second cas spécifiquement, les parents n'ont pas voulu se prononcer. En plus de meurtres signalés, des disparitions de personnes atteintes d'albinisme confirment bien la présence des crimes et meurtres rituels contre ces personnes au Bénin. Il était élève, mais il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a décidé de faire la décoration. Il avait commencé l'apprentissage auprès de moi ici, mais cela ne lui marchait pas. Alors je me suis retournée à Sékou. Il a rejoint l'un de mes cousins à Godomé et c'est celui-là qui lui a trouvé l'atelier d'apprentissage à côté du mur du CEG Godomé là. Il était en apprentissage là et il a eu quelques problèmes et a quitté ce cousin à moi et a rejoint son patron. Quand je suis revenue ici, le patron l'a autorisé à venir me voir les week-ends pour assouvir son désir de me voir. C'en a été ainsi jusqu'à ce que lundi, il est parti au boulot et son patron est venu un autre lundi pour se plaindre de ce qu'il ne soit pas venu au boulot. Je lui ai rétorqué que je ne l'avais pas vu et que je ne m'en suis pas plainte parce que je croyais qu'il était pris au travail. Le patron ajouta qu'il le cherchait parce qu'il devrait aller sur un chantier et qu'ils avaient certains outils de travail sur lui. C'est ainsi que nous nous sommes mis à le chercher jusqu'aujourd'hui. Nous l'avons tellement cherché et nous étions dans cette détresse quand son père est tombé malade un lundi et est décédé le jeudi d'après. On peut rétorquer que les personnes non atteintes d'albinisme disparaissent aussi chaque jour sans que personne ne s'en meuve, mais lorsque de 3 enfants atteints d'albinisme, la maman ne se retrouve plus qu'avec un seul, et ceci au cours de la même année, cela donne à réfléchir. Si je consulte les devins, ils me disent que les enfants sont vivants, qu'ils ne sont pas morts. Ils le disaient, et je dis qu'ils me trompent. Sur ce, je ne me fais pas prier du tout. Chez moi-même, je ne suis pas à l'aise. 2 hommes, pouvez-vous être à l'aise? Ils me trompent et disent ça, hein. Mais je me dis comment sont-ils vivants et ils ne cherchent même pas à m'appeler. C'est pour cela que je dis qu'ils me trompent. On disait quand même qu'on ne fait rien avec les personnes atteintes d'albinisme. Certains le disaient, hein, mais on ne sait plus trop le genre de monde dans lequel nous sommes de nos jours. Voilà que j'en ai 2 qui sont partis sans suite. Je n'arrive pas à dormir. Je n'étais pas si chétive. Jusqu'à ce jour, leur disparition me donne de grands soucis et je les pleure chaque jour. Voilà ce qui m'est arrivé, mes enfants. Il y a 3 ans que l'un de mes frères, s'appelant Boris Parfait Akwiti, était parti au boulot et quelqu'un était passé pour lui dire qu'il y a une structure qui recherche des personnes pouvant satisfaire leurs prestations. Donc il aimerait bien qu'il en fasse partie. Donc il lui a dit les dossiers qu'il a fournis et
le gars était passé prendre les dossiers. Bon, le vendredi 6 avril, selon ce que le Boris m'a dit, il devait passer voir le travail. Donc, moi, je ne me suis pas trop impliqué dedans. Bizarrement, je n'étais pas à Cotonou en ce moment. Mes parents m'ont appelé pour me dire que Boris n'est pas de retour le soir. Je l'ai appelé, mais son numéro n'a plus marché. En cette même année, le 25 novembre 2012, le grand frère Habib Contran à Kwiti, quelqu'un le devait et il a appelé de passer au terrain de Kourounou pour pouvoir récupérer son argent. Et il est parti sans suite aussi. Donc, on ne sait pas qui les appelait, qui était à la base de ces enlèvements. Mais que fait-on avec les organes des personnes atteintes d'albinisme? Selon les traditionalistes, les organes des personnes atteintes d'albinisme ne font rien dans les rituels. Ce sont des criminels qui commettent des forfaits au nom de je ne sais quoi, dixit Da Lebonon, renchéri par le roi de Soava. Il veut passer par tous les moyens pour avoir de l'argent. Malheur pour certains qui se retrouvent en prison. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu qu'il y a spécialement des choses, des organes qu'on va chercher de ces Lissa pour devenir riche. Moi, je suis un prêtre vaudou, mais je n'ai pas ça là. Personne ne m'a parlé de ça. Même si on vient me parler des organes humains, moi, je ne fais pas ces genres de pouvoir. Même si on veut installer Alissa Agbadjo, il n'a rien d'organe, il n'a rien d'un albinos qu'on met dedans. Vous pouvez voir, on a ces fétiches-là ici, vous pouvez les voir, je peux vous autoriser, on peut les dépouiller, vous ne verrez rien d'organe humain là-dedans, rien. C'est de l'ignorance. Nous ne sommes pas des vaudous comme on le dit. Nous, on n'est même pas Humvesi. Vous ne trouverez pas un albinos qui est Humvesi, jamais. Il n'en aura même pas. Face à tous ces constats, on peut donc se permettre de dire que la sécurité des personnes atteintes d'albinisme est fortement menacée. Et pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule en son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. Sur cette question, les avis varient grandement selon que l'on soit traditionnaliste ou scientifique. Certains conservateurs expliquent que les enfants atteints d'albinisme naissent lorsque le dieu Lissa jette son dévolu sur au moins un des parents. Dans la tradition du Sud Bénin, on croit que la divinité Lissa, qui incarne la sainteté, est responsable de l'albinisme. C'est la raison pour laquelle les adeptes ne s'habillent pas en noir ou en rouge, mais plutôt en blanc, puisque les personnes atteintes d'albinisme ont la peau blanche. On croit qu'elles sont l'incarnation même de la divinité, et c'est de ce fait que les personnes versées dans la tradition prennent plaisir à offrir des présents aux personnes atteintes d'albinisme, croyant ainsi les offrir à la divinité. Pour d'autres, les enfants atteints d'albinisme naissent lorsque les parents font l'amour pendant que la femme est en menstruation ou lorsque les parents ont des relations intimes en pleine lune ou à la belle étoile. Selon moi, ma connaissance, mes recherches, c'est que c'est quand la femme est dans la période et la menstruation, elle conçoit. Et quand elle conçoit, c'est que tous les éléments de fonctionnement, de formation de l'enfant ne sont pas réunis en ce moment-là. Donc il manque quelque chose et c'est ce qui manque là
qui fait que l'enfant sort albinos. Pourquoi? Parce que la matière, le produit qui fabrique la peau noire n'est pas dans sa composition de base du fœtus. Selon mes recherches, donc, parce qu'il y a des gens qui tombent en période mais qui ne saignent pas. Il y a des femmes qui tombent en période qui ne saignent pas. Ça se ressent au niveau des bouts de leurs doigts. C'est généralement ces femmes qui, selon mes recherches, procréent les albinos. Mais même les femmes dont les menstrues sortent régulièrement peuvent aussi c'est-à-dire accoucher des albinos parce que quand elles sont en période, en menstruation, et qu'elles conçoivent, c'est pas à tout moment, mais ils ont plus de chance à faire un enfant albinos. Mais que disent les scientifiques sur la question? Pour le professeur de la science de la vie et de la terre, la manifestation de l'albinisme est un phénomène scientifique. L'albinisme, c'est une anomalie génétique qui conduit à la non-production de la mélanine au niveau de l'organisme. Et vous savez, c'est la mélanine qui donne sa couleur à notre peau, à nos cheveux et à nos yeux. C'est un pigment de nature protéique. Et le défaut de production de cette protéine fait que l'individu victime est qualifié d'albinos. Et c'est ainsi qu'on a l'albinisme oculaire. Parfois, ça se limite seulement aux yeux. Nous avons l'albinisme cutané. Et là, ça dit que les yeux sont épargnés et puis c'est surtout la peau et les cheveux qui sont concernés. Mais le cas le plus courant, c'est l'albinisme oculo-cutané. Ça veut dire que ça affecte la peau, les cheveux et les yeux. À observer ces personnes de près, on constate chez elles des faiblesses visuelles plus ou moins prononcées. Nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste des yeux pour en savoir un peu plus. Ils sont des hommes comme nous. Mais la seule différence, c'est qu'il y a certaines malformations chez eux. Certaines choses que je vois physiquement chez eux, telles que leur couleur, telles que les taches sur leur peau. Mais au niveau des yeux, c'est un peu plus compliqué. Compliqué dans la mesure où ils ne voient pas. Et pour la plupart, on n'arrive pas à faire grand-chose. On n'arrive pas à les amener à voir. Pourquoi? Parce que au niveau de l'œil, ce que nous voyons avec nos yeux là, c'est une petite partie. Le reste de l'œil, c'est à l'intérieur, jusqu'au cerveau. C'est pourquoi on dit que l'œil est une partie du cerveau. Alors, avant qu'on voit une image, c'est que l'image est déjà captée par un axe qu'on appelle l'axe visuel et qui l'amène jusqu'au cerveau. Avant de la projeter devant, ça se passe en une tierce de seconde. Alors, c'est ce qui manque chez l'albinos. Pourquoi ça manque? L'axe visuel dont nous parlons n'est pas sur place, n'est pas fixe. Chez lui, l'albinos, l'axe bouge. Ça bouge comme les pendules que nos papas mettaient au mur là, et qui dandinent là, que ça va à gauche, ça va à droite là. C'est comme ça que leur œil bouge. Donc l'axe n'est pas fixe pour pouvoir capter l'image jusqu'à l'amener au cerveau, pour que lui voit après. C'est la grande difficulté, ça. C'est pourquoi on n'arrive pas à leur mettre même des verres. On n'arrive à rien faire. Il n'y a pas de traitement. Et certains leur disent souvent qu'ils ont des yeux de chat. Pourquoi? Parce que dans la journée,
c'est des gens qui voient moins. Ils voient moins dans la journée. Et dans la nuit, ils sont mieux. Leur vision est meilleure dans la nuit. Parce que ils sont tout le temps, l'œil est tout le temps en midriase. C'est-à-dire, la pupille est souvent ouverte. Et ça fait rentrer de la lumière solaire. C'est ça qui fait que au soleil, par exemple, vous allez les voir, ils cherchent à mettre la main, à mettre les yeux dans la main. C'est-à-dire à se faire cacher par rapport au soleil, à cacher l'œil par rapport au soleil. Nous sommes d'accord. C'est la lumière qui rentre en grande quantité dans leurs yeux comme ça. Et ça les trouble. Or, dans la nuit, il n'y a pas cette lumière-là. C'est pourquoi ils voient mieux dans la nuit que dans la journée. Donc, c'est difficilement que nous arrivons à augmenter leur vision en les réfractant, en leur mettant des verres. Si quelqu'un voit, par exemple, 2 dixièmes et que vous arrivez à l'amener à 4 dixièmes ou à 5 dixièmes, vous avez gagné beaucoup de choses. Chez 10 personnes, vous ne pouvez pas faire pour 3. Il n'y a pas un traitement spécifique pour eux. Jusqu'à ce que la vision soit totale, comme vous et moi, il n'y en a pas. Bon, la seule chose qu'on leur conseille, si on arrivait à augmenter la vision de quelqu'un avec les verres, on lui conseille toujours de porter ses verres. Et ceux qui n'ont pas pu obtenir des verres optiques ou médicaux, on leur conseille des verres fumés pour se protéger contre le soleil dans la journée. L'autre constat est les plaies qui assaillent la peau des personnes atteintes d'albinisme à un moment donné de leur vie. Ces plaies sont généralement la cause de leur mort prématurée. Pourquoi une chose pareille? Y a-t-il une solution? Très tôt dans l'enfance, dans l'adolescence déjà, ils peuvent avoir des cancers. Évidemment, ces cancers sont des cancers qui sont graves. Lorsque les voyons, c'est déjà souvent très tard. Le cancer, souvent, a déjà beaucoup évolué. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire en collaboration avec les spécialités chirurgicales, puisqu'il faut opérer ces personnes-là. Il y a le carcinome qu'on appelle basocellulaire, qui est un cancer qui ne métastase pas, qui reste limité à la peau. Mais tout en restant limité à la peau, il peut aller en profondeur, il peut s'élargir et causer des délabrements sur le plan local. Il y a le carcinome dit épidermoïde qui, lui, par contre, peut entraîner des métastases au niveau des organes profonds. Celui-là également peut s'étendre en surface et en profondeur. Et le cancer le plus grave, c'est le mélanome qui évolue de façon plus marquée et plus grave que les 2 autres que j'avais cités tantôt. Il faut dire que tous ces cancers-là sont dus aux désagréments, aux dommages qui sont créés par les rayons ultraviolets du soleil sur une peau non préparée pour protéger l'organisme contre ces dommages-là. En fait, essentiellement, ces personnes-là doivent être informées, et dès leur très jeune âge, des dispositions à prendre pour éviter ce genre de choses. Ils doivent systématiquement être habillés en vêtements longs et sombres. Ils doivent porter des chapeaux à large bord pour les protéger contre les rayons ultraviolets. Et ils doivent mettre également des lunettes sombres qui sont appelées communément les verres de soleil, parce que de la manière dont la peau n'est pas protégée par le pigment mélanique, les yeux non plus ne sont pas protégés. Une autre croyance est que les personnes atteintes d'albinisme sont considérées comme des sorciers parce qu'elles sont pour la plupart trop intelligentes. Il nous semble-t-il que les choses sont faites de sorte que, quand un organe est défaillant chez un être humain, d'autres organes se développent pour substituer à la défaillance. Ce qui arrive est que les personnes atteintes d'albinisme ne voient pas de loin. Elles développent naturellement une capacité auditive très poussée. Dans ces conditions, il est bien possible qu'elles excellent et cela n'a rien de sorcier.
J'ai finalement développé une habitude. Et apparemment, cette habitude m'a banalement sauvé la vie sur certains points. Qu'est-ce que je faisais? D'abord, moi-même, je savais qu'il y a des choses que je ne pouvais pas voir au tableau. Ce qui faisait qu'il y avait 2 matières que... Ces matières, je m'en sortais autrement. Les mathématiques et l'anglais, par exemple. Étant donné que je ne pouvais pas voir les choses, je m'étais déjà habitué à traiter le chapitre en question avant qu'on ne l'aborde à l'école. Ce qui faisait que je m'en sortais très bien dans ces 2 matières. Même bien vrai que j'avais un peu de difficulté, mais je m'en sortais. De l'autre côté, quand on faisait les cours de mathématiques, je pouvais rester même les yeux fermés sans faire le cours. Et quand même obtenir la moyenne, si possible, à dépasser quand même, être largement au-dessus de la moyenne, tout comme un individu normal. Ce qui étonnait parfois les professeurs, vu que je ne notais mon cahier de maths depuis la 6e jusqu'en terminale, ça a toujours été vide. Je n'ai jamais écrit. Je ne sais pas, je n'écris pas. Donc, parce que lorsque je suis à ma place, je ne vois rien au tableau. Le seul avantage que j'avais, c'est seulement d'écouter le professeur. Et ça, c'est devenu une faculté. C'est comme si, lorsque ma faculté visuelle, j'ai eu un défaut de faculté visuelle, ça a augmenté ma force à entendre certaines choses. Donc, j'entends très très bien. Même quand quelqu'un est à côté de moi, la personne fait même des appels, et même quand la voix est basse, j'arrive vraiment à entendre ce que la personne dit. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas de différence entre une personne atteinte d'albinisme et une personne qui ne l'est pas. On est étonné de leur performance intellectuelle parfois, parce qu'on a un autre schéma en tête. C'est parce qu'on a un autre schéma en tête, on se dit que ce sont des personnes diminuées physiquement, donc elles ne peuvent pas avoir le même quotient intellectuel et le même résultat intellectuel. C'est ça qui est étonnant. Sinon, quand on est préparé, on s'attend à avoir les mêmes résultats chez eux, chez ces personnes-là, que chez d'autres personnes. Par rapport aux gens qui sont atteints de l'albinisme, moi je pense qu'ils sont suffisamment concentrés pour qu'on puisse leur confier beaucoup d'activités dans les entreprises. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas trop comme les autres où on bavade. C'est des gens, quand ils ont des tâches, on leur confie des tâches, ils sont beaucoup concentrés sur ça et ils exécutent correctement leurs tâches parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Alors qu'avec les autres, ils font beaucoup d'erreurs. Alors que ceux qui sont atteints d'albinisme voient déjà que la société les rejette. Et à cause de cela, ils travaillent de manière à ne pas faire beaucoup d'erreurs. Donc je pense que c'est des gens à qui il faut confier beaucoup de tâches dans la société. C'est une lutte pour tout le monde de s'insérer dans la vie sociale. Donc la personne qui est atteinte de l'albinisme doit savoir qu'elle est une personne à part entière. Elle doit lutter pour s'insérer dans la vie. Malgré la volonté des pouvoirs publics du Bénin pour le respect des droits des personnes ayant des handicaps, il reste bon nombre de facteurs qui entravent la protection et le plein épanouissement des personnes atteintes d'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme, c'est des gens qui, selon des régions, ne sont pas considérés forcément comme personnes handicapées. Et donc, même dans la typologie, la classification internationale des personnes handicapées, c'est des gens qui ne sont pas fichés comme tels. Maintenant, compte tenu des problèmes spécifiques qu'ils rencontrent, en l'occurrence des problèmes visuels, des problèmes surtout visuels, parce que comme il s'agit des problèmes visuels, eh bien, on peut bien considérer que c'est des gens aussi qui ont une certaine déficience et donc doivent bénéficier de toute l'attention requise. En la matière, parce que c'est des gens qui ont des problèmes visuels d'une manière générale, le ministère les intègre dans la prise en charge de ceux qui ont des problèmes visuels, donc des personnes, ceux que nous appelons des personnes handicapées visuelles. Alors, et là, depuis 25 ans, le ministère a mis en œuvre le programme national de réadaptation à base communautaire. C'est une stratégie conçue par l'OMS vers les années 70, mais le Bénin a eu le privilège de l'avoir mise en œuvre depuis 1989. Je crois qu'il n'y a pas de test spécifique pour les personnes handicapées, encore moins pour les albinos. Cependant, il existe plusieurs dispositions qui protègent les personnes vulnérables.
Si nous prenons par exemple la loi 90-32 du 11 décembre 1990, notamment en ses articles 8, 15, 26, 114 et 147, quand je prends par exemple l'article 8 énonce que la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, quand on prend la Constitution, l'article 8, par exemple, protège la personne humaine et reconnaît que la personne humaine est sacrée et inviolable. De la même manière, quand vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment en son article 2, 3, 4, 5 et 6, tous ces articles ont évoqué la protection de la personne humaine, les personnes vulnérables, la femme, les enfants, les mineurs, les personnes âgées. Mais il est arrivé souvent qu'au cours des procédures devant les juridictions pénales et surtout en assises, que l'on constate que les albinos, souvent à la recherche du gain facile, les gens attendent à leur vie. Il est arrivé dans des cas où on a coupé la tête aux albinos parce qu'une histoire circule qu'avec leur tête ou certains de leurs organes, il serait facile de se faire de l'argent. Donc les juridictions béninoises, surtout en assises, connaissent de ces cas où malheureusement, ces personnes que l'on devait protéger sont sacrifiées dans l'intention malveillante de se faire de l'argent. Ça, vous attentez à la vie d'un albinos pour une raison ou une autre, c'est que vous avez attenté à la vie d'une personne humaine et les juridictions ont toujours pris leurs responsabilités, ont sanctionné quand il faut vraiment sanctionner, c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé que l'acte que vous avez posé est avéré, qui vous est reproché est avéré, vous subissez la rigueur de la loi. Même que la personne qui a guetté un albinos, qui lui a tendu un guet-apens et qui a pu quand même le tuer cette personne, en extraire des organes pour faire, ça devient donc un crime et la peine, elle est maximisée. Le plaidoyer à l'endroit des parlementaires pour cette couche qu'on a oubliée. On ne les a pas classés ni dans les personnes handicapées, ni dans les autres catégories de personnes. Donc j'invite les parlementaires actuels à se pencher sur les albinos pour prendre une loi uniquement les concernant, une loi spécifique pour ces albinos, que ce soit albinos hommes, albinos filles. Depuis décembre 2012, Divine Connection Worldwide a petitement commencé à tirer la sonnette d'alarme comme elle peut. En août 2014, elle a été rejointe dans ce combat par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, qui a décidé de financer le projet d'appui à la protection et à l'épanouissement des personnes albinos PAPUPA par l'entremise du Fonds pour la démocratie et les droits de l'homme. Le dit projet vise à amener les populations à accorder plus d'attention aux personnes atteintes d'albinisme et à prendre plus conscience de leur vulnérabilité afin de les protéger et n'est destiné à couvrir que les communes de Cotonou et Calavi. Le PAPUPA a effectué le premier recensement officiel des personnes atteintes d'albinisme dans les 2 grandes communes du Bénin, distribué 55 kits scolaires à 55 élèves atteints d'albinisme recensés, sensibiliser les parents de ces enfants quant à l'origine de l'albinisme et comment aider les enfants à vivre avec leurs conditions sans complexe aucun, organiser des séances de sensibilisation des élèves de quelques collèges où il y a d'élèves atteints d'albinisme, organiser des séances d'échange avec des adultes atteints d'albinisme recensés, éditer un document officiel sur l'albinisme. Le document a été distribué aux leaders d'associations des personnes atteintes d'albinisme venus de l'Afrique francophone à la conférence panafricaine sur l'albinisme à Dar es Salaam en Tanzanie du 19 au 23 novembre 2015. Sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme de par l'accompagnement psychologique, organiser des débats et entretiens radio-télévisés au sujet de l'albinisme, faire connaître aux personnes atteintes d'albinisme leurs droits, droit à la vie, à une vie sociale épanouie, à l'éducation, à l'emploi, à la santé, etc. et les aider à travers un accompagnement psychologique, sensibiliser la population
pour des changements de comportement et de mentalité envers des personnes atteintes d'albinisme. Produit le tout premier document sur la vie des personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Frank Homsa, président de l'ONG et chef projet Papipa, nous parle du degré d'atteinte des objectifs de ce projet. Elle est suivie de Bonaventure Dosoumon, chargé de communication du projet. Je tiens à souligner que le projet est mis en œuvre dans les deux plus grandes communes du Bénin, à savoir Cotonou et Calavi. C'était le premier lieu. Et le projet vise à recenser d'abord toutes les personnes atteintes d'albinisme dans les deux communes. Cela est fait. Nous avions trouvé un taux de 1 pour 12 000. Parce que le total, ça fait 124 sur plus d'1 million que le dernier recensement donne comme statistique. Après cela, il y a l'accompagnement psychologique des élèves à qui nous devrions distribuer des fournitures scolaires pour encourager, dans le but de les encourager à aller de l'avant en ce qui concerne leurs études. Parce que à cause des problèmes de vision, à cause des railleries que ces personnes-là subissent, certaines d'entre elles se découragent assez vite et abandonnent les bancs. Alors si on peut quelque chose pour pouvoir les pousser un peu plus, je crois que ce serait notre contribution à leur épanouissement. Donc je parlais d'accompagnement psychologique. L'un des objectifs était l'accompagnement psychologique. Et c'est vrai que cela n'a pas beaucoup marché. Nous avons dû réaménager un peu cet aspect du projet en rédigeant le manifeste de l'albinisme, un document au format A5 de 76 pages qui parle des grands défis auxquels les personnes atteintes d'albinisme font face, à savoir la raillerie, les problèmes de vision, le problème de peau, le cancer de la peau dû au soleil, et puis le meurtre et les disparitions qui deviennent de plus en plus récurrentes cette fois-ci. Bon, il faut dire qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, le manuel de l'albinisme a été écrit pour pouvoir répondre à ces défis-là. Et 1000 copies de ce manuel ont été éditées. Et alors, une autre chose que nous avions voulu faire dans le cadre de ce projet, c'est de montrer à la face du monde ce que les personnes atteintes d'albinisme sont au Bénin et quelle est leur situation, comment elles vivent et comment on peut améliorer leur cadre et leur mode de vie, comment on peut les aider à s'épanouir. Nous avons travaillé avec eux, nous les avons sensibilisés sur leurs droits à la vie, leur droit à une vie sociale épanouie, leur droit également à une vie professionnelle stable. Nous les avons sensibilisés également à une vie familiale apaisée. Et nous sommes parvenus à les convaincre. Nous sommes parvenus à leur faire comprendre qu'en réalité, elles ne sont pas ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. Et donc, après ce niveau de sensibilisation, nous nous sommes intéressés également à leurs parents. Il faut également que leur famille de naissance arrive à comprendre que leurs enfants sont des hommes. Et donc, nous avons travaillé avec les parents. Nous avons sensibilisé les parents à changer de mentalité envers leurs enfants. Nous avons sensibilisé les parents à comprendre leur rôle d'éducateur et d'accompagnement. Nous avons travaillé avec les parents à nettoyer les croyances erronées sur lesquelles ils se sont basés depuis des années et qui constituent des handicaps pour les personnes atteintes d'albinisme, pour leurs enfants. Nous avons également le troisième niveau de sensibilisation qui concerne les personnes de la rue. Et pour la plupart du temps, ce sont eux qui sont
les meurtriers, ce sont eux qui tuent les personnes atteintes d'albinisme. Il est rare d'entendre un parent tuer son enfant. Mais pour ce qu'on entend, dans la plupart des cas, ce sont les gens de la rue, ceux-là qui sont à la quête du gain facile. Ce sont ceux-là qui sont à la quête de la richesse spontanée. Nous avons travaillé avec les gens de la rue. Nous avons fait des sensibilisations dans les écoles, dans des places publiques. Nous avons élaboré des outils de communication pour pouvoir atteindre ces personnes-là, afin de leur parler, afin de leur expliquer leur responsabilité de protéger ces personnes-là de la couche vulnérable. Et ça nous a permis de prendre en charge des spots publicitaires qui nous ont permis de convaincre pour ceux-là qui n'ont pas pu suivre, parce que le projet couvre essentiellement Cotonou et Calavi. Il y a également des personnes atteintes d'albinisme dans les autres régions du pays. Nous avons élaboré pas mal de stratégies pour pouvoir les atteindre également, afin qu'eux aussi ne se sentent pas lésés et ne se sentent pas abandonnés. C'est un travail de longue haleine. En matière d'amélioration, nous allons dire oui, parce que nous avions ciblé les 2 grandes communes en premier. Mais maintenant, nous avons les émissions que nous avons faites sur les radios, sur la chaîne nationale de télévision, le spot de sensibilisation à l'albinisme que nous avons tourné sur une chaîne de télévision et nos nombreux posts sur la toile, notamment Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux, ont largement contribué à un changement de comportement. Je me souviens que le 13 juin passé, lorsque nous avons célébré la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, un jeune de 25 ans environ disait « Oh, que j'ai péché contre ces personnes par le passé. J'espère pouvoir trouver quelques-unes d'entre elles et leur présenter mes excuses personnellement, parce que je ne savais pas, j'avais agi envers eux par ignorance. » Ça là, ça m'a vraiment touché et je me dis, lui il a pu exprimer, mais nombre de personnes aussi qui n'ont pas pu exprimer aussi ont quand même eu ce changement-là. Les nombreuses choses que nous avons eues aussi, les nombreux commentaires que nous avons eus aussi sur les réseaux sociaux témoignent de ce que le message est vraiment passé. Le PAPEPA a non seulement impacté les communes cibles, mais bien au-delà. Mais beaucoup reste à faire. Plus d'efforts restent à consentir pour accroître la sensibilisation et impacter de façon tangible les personnes atteintes d'albinisme recensées. L'autre défi est de conduire un recensement national de toutes les personnes atteintes d'albinisme au Bénin afin de définir des actions clés à mener pour leur épanouissement. C'est pourquoi Connection Worldwide œuvre à trouver des partenaires ayant le même sens d'engagement afin de pérenniser le projet et d'accroître le niveau d'atteindre les résultats intermédiaires. Le manifeste de l'albinisme, qui vient d'être publié, doit être vulgarisé, tout au moins sur toute l'étendue du territoire national. Les nombreux élèves atteints d'albinisme ont besoin d'être encouragés et soutenus dans leurs études. Ceux d'entre eux qui continuent de travailler sous le soleil au détriment de leur peau ont besoin d'être accompagnés pour quitter le soleil. Ceux qui sont attaqués par le cancer de la peau ont besoin d'être traités. La sensibilisation a besoin d'atteindre le dernier village du coin le plus reculé du Bénin pour que cessent les stigmatisations, les enlèvements et meurtres commis sur les personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Les personnes atteintes d'albinisme ont besoin de tous les citoyens du monde pour construire un monde plus épris de paix, de crainte de Dieu et de justice.
Thank you.